Nicolas, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, selon vous, les marchés actions offrent aujourd'hui aux investisseurs une opportunité historique, celle de sortir. Effectivement Vincent, j'ai écrit il y a 2 semaines un article, le CAC de retour à 5600 points, une chance inestimable, car en fait, l'année dernière, les opérateurs n'avaient pas forcément pris la mesure de la valorisation des marchés, des risques de ralentissement, voire de récession, à échéance peut-être 1 an ou 2 ans. Et donc l'année dernière, quand on était à 5500, 5600 points, eh bien, les investisseurs particuliers que je côtoie énormément n'étaient pas forcément sortis des marchés. Et puis, lorsqu'on a accéléré au 4e trimestre, sous les 5200 points, sous les 5000 points, j'ai énormément de particuliers, mais aussi de professionnels qui me disaient, voilà, penses-tu que l'on pourrait retourner vers 5200, 5300 points? Ce serait peut-être une chance pour moi de prendre des bénéfices et cette fois de sortir des marchés. Et je leur disais, effectivement, ce serait bienvenu. Et ce qui est assez particulier, Vincent, c'est que de retour à 5400 points 6 mois plus tard, par des marchés soutenus très artificiellement, on a des particuliers qui nous disent, mais pourquoi sortir? Les banquiers centraux sont là, la récession n'a pas eu lieu, les chiffres économiques sont corrects, donc potentiellement on peut viser de nouveaux records. Alors, le raisonnement se défend tout de même. Parce qu'on a bien vu l'influence de l'intervention des banquiers centraux. Dès que la Fed a dit « il n'y aura pas de hausse de taux, rassurez-vous », les marchés ont décollé. Effectivement, et ça, il faut le dire, le répéter, ce n'est pas forcément l'amélioration des chiffres macroéconomiques, les résultats d'entreprise ou autres qui ont propulsé les indices et qui leur ont permis de gagner 20% en début d'année. On parle bien d'une hausse artificielle engendrée en grande partie par les banques centrales, mais aussi par les rachats d'actions, vous savez, les fameux buybacks, qui sont sur des niveaux stratosphériques. Par rapport aux banques centrales, c'est vrai que on a eu un interventionnisme exacerbé. Alors ça a commencé par Steve Mnuchin qui appelle les banques américaines pendant les vacances de Noël pour savoir si la liquidité est là et si tout va bien. Ensuite, on a la banque chinoise qui intervient en début d'année, mais dans des proportions dantesques. La banque japonaise qui continue son QE. La Banque européenne, souvenez-vous, on en avait discuté ensemble l'année dernière, qui nous disait jusqu'ici qu'elle allait monter ses taux, qui prudemment nous dit en fait non, je ne vais pas monter les taux. Et la Fed qui fait un volte-face complet avec un Jérôme Powell qui, fin décembre, nous dit je vais monter les taux 2 à 3 fois et qui, en janvier-février, nous dit on va faire une pause. Bon, ça veut dire que les banquiers centraux voient qu'il y a un départ d'incendie quelque part? C'est bien le souci. Lorsque les pompiers monétaires sont sortis, c'est qu'il y a bien le feu quelque part. Si tout allait bien dans le meilleur des mondes, pourquoi est-ce que les banquiers centraux interviendraient autant? Et puis, c'est vrai que c'est un petit peu un jeu des chaises musicales. Tant que la musique bat son plein, eh bien, tout le monde continue de danser et tout va bien. Mais regardons un petit peu les politiques monétaires actuelles et les niveaux de taux. Aucune des banques centrales n'a aujourd'hui de marge. Souvenons-nous, ces 20 dernières années, lorsqu'on avait de la croissance économique, les taux de la Fed remontaient à 3, 4, 5, 6%. On est actuellement à 2,5%. Ils n'arrivent pas à monter les taux plus haut. C'est-à-dire qu'au moindre accident, un gros accident de marché ou à la véritable mise en place d'une récession, la marge de manœuvre de la Fed est réduite comme peau de chagrin et la marge de manœuvre des autres banques centrales est inexistante. Vous voulez dire qu'on assiste à la nipponisation, à la japonisation, qu'on annonçait d'ailleurs, aujourd'hui effective des marchés occidentaux? Complètement. Et on est dans des politiques de taux bas et on devrait y rester longtemps. On a une croissance démographique forte, on a une croissance relativement faible qui s'affaiblit depuis 30 ans de toute façon et qui est proche de 1 à 2% si on regarde vraiment les chiffres dans le détail. Donc les banques centrales sont dans des corners, on appelle ça, elles sont coincées, elles ne peuvent plus monter les taux. Est-ce que vous ne redoutez pas, parce que le message de prudence s'entend parfaitement, mais est-ce que vous ne redoutez pas une capitulation à la hausse du marché, c'est-à-dire un emballement qui nous propulserait, mais bien plus haut au-delà des niveaux actuels? En fait, je ne la redoute pas, je l'espère, parce que la plupart des lecteurs, des clients que j'ai sont des personnes qui quand même sont à l'achat, globalement. Donc j'espère pour eux qu'on aura une énième vague de hausse du CAC 40 en direction des 5700, 5800 points, pourquoi pas.
Et effectivement, ce serait ce qu'on appelle une situation de melt-up. Alors, qu'est-ce que le melt-up pour nos éditeurs? C'est une situation dans laquelle tout le monde court après le papier. On n'est plus dans des marchés normaux et c'est ce qu'on a pu constater en début d'année. En février, mars, avril, les marchés n'étaient pas normaux. Nous n'assistions pas à des hausses de 7% suivies par des consolidations, etc., quelque chose de construit. Nous assistions à une hausse en ligne droite. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça. Généralement, ce sont des hausses qu'on voit lorsqu'on atteint des points bas, comme en 2009, à la fin d'une crise. Et alors que là, on est sur une hypothétique fin de cycle après 10 ans de hausse, on a de nouveau assisté à une hausse comme ça. Donc c'est totalement inédit. C'est complètement inédit. Et c'est assez dangereux, je pense. Donc le melt-up. Oui, le melt-up. Le melt-up, c'est une situation donc, où tout le monde se place à l'achat, tout le monde court après le papier. Tout simplement, regardez les investisseurs américains, ils vont vous dire, il n'y a pas de récession, il n'y a pas de ralentissement économique, j'ai bien fait de garder mes actions, regardez, ça a baissé, mais c'est remonté après, pourquoi est-ce que je sortirais des marchés? Et on a même des investisseurs, alors ce n'est pas Warren Buffett directement, mais c'est son équipe dans le fonds Berkshire Hathaway qui a acheté du Amazon à 1 900 $, avec un PER supérieur à 40 ou 50. En 1998, ce même Warren Buffett nous disait, je ne toucherai pas aux valeurs techno. L'année dernière, il achetait du Apple et cette année, il achète du Amazon. Cela dit, le parcours d'Amazon et d'Apple lors de la dernière décennie lui donne un peu tort. Lui donne complètement tort. Et les performances passées ne présageant pas des performances futures, j'ai hâte de voir où seront Amazon et Apple d'ici 2-3 ans. Cette hausse stratosphérique sera difficilement tenable. Et donc cette situation de melt-up dont vous me parliez peut amener à une euphorie finale. Parce que les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, se développent dans le scepticisme, et c'est vrai que c'est un peu du scepticisme auquel on assiste depuis 1 an ou 2, et meurent dans l'euphorie. Donc, comme je vous le disais, j'espère qu'on aura une hausse finale qui permettra à mes clients et à tous les investisseurs actions de profiter encore de la hausse et de pouvoir encore sortir plus haut. Simplement, si cette hausse stratosphérique, euphorique a lieu, si par exemple le S&P 500 va chercher les fameux 3000 points dont Donald Trump parlait il y a 1 an, ce serait encore une fois une opportunité historique de sortir à des niveaux de valorisation élevés, de se diversifier et de créer des poches de cash pour pouvoir acheter le jour où on aura une correction majeure, plutôt que de se dire les marchés sont haussiers et indestructibles, je reste à l'achat, sans aucune espèce de prudence. Je reviens à Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett. S'il a capitulé d'une certaine manière en investissant dans Amazon et dans Apple, est-ce que ce n'est pas poussé par le raisonnement suivant, qui est l'argent gratuit est toujours à disposition, puisque la Fed ne va pas relever ses taux, ou l'argent très bon marché, exactement. Et cet argent bon marché profite principalement à la techno américaine et aux grandes valeurs de technologie. Est-ce que finalement, on ne peut pas avoir encore, pendant un certain temps, une avancée de ce type de société? Oui, bien sûr. On peut avoir des flux entrants, on peut avoir aussi des particuliers américains dont l'indice de confiance est au plus haut, qui peuvent se dire je n'ai pas profité pleinement du marché action, même Warren Buffett achète, donc je vais participer aussi à cette hausse. Quand on regarde ce qui s'est passé en l'an 2000, notamment je regardais l'action Microsoft, on avait une hausse constante, puis une accélération haussière, et on a fini par une hausse complètement euphorique, stratosphérique, avec une hausse de 30 à 50% en l'espace de 6 mois, suivie ensuite par une baisse extrêmement violente, une sorte de retour à la réalité, d'autant plus violent que la hausse l'avait été. Donc, qu'on aille encore faire du melt-up, faire de l'euphorie, chercher des nouveaux records, pourquoi pas? Mais plus on ira haut, plus le retour de bâton sera violent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est sur le cycle haussier le plus long de toute l'histoire. Les banquiers centraux essaient de nous faire croire qu'il pourrait durer éternellement, que this time it's different. Je pense que ça n'est pas le cas. Alors certains relativisent la hausse, l'envolée à laquelle nous avons assisté depuis le début de l'année en disant « Oui, mais regardez, finalement, les marchés actions, sur 2 ans, ils n'ont pas fait grand-chose. » Qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, c'est aussi une des caractéristiques de la fin d'un marché haussier. On appelle ça la phase de distribution.
C'est-à-dire que pendant un an et demi, les marchés vont se stabiliser sur leur plus haut. Certains professionnels, certains fonds d'investissement vont sortir des marchés et les particuliers, eux, vont rentrer par une confiance dans les banquiers centraux, dans l'absence de récession, dans les résultats d'entreprise et par envie aussi de profiter d'une énième jambe de hausse. Mais je pense que c'est dangereux. Donc aujourd'hui, votre recommandation, c'est de faire attention parce qu'on est au-delà de toute rationalité. Alors, il y a la rationalité et puis il y a aussi ce risque récessif. On nous dit que la récession ne sera pas là fin 2019. Ok, peut-être. Simplement, l'indice de la Fed de New York, donc là je ne vous parle pas d'une statistique ou d'un fonds d'investissement qui a fait une étude. La Fed de New York calcule un indice de probabilité. Elle probabilise la récession. C'est ça, à échéance 12 mois. En 2000 et en 2008, on a vu cette probabilité passer de 0 à 20, de 20 à 45, puis une récession s'est mise en place très rapidement. Là, on est passé de 0 à 27% en l'espace de quelques mois. Donc même la Fed, et c'est peut-être une des explications de sa pause sur les taux, pense qu'un épisode récessif a une probabilité de plus en plus importante de prendre forme. Et je le pense également. Alors, cela dit, quand on remonte un petit peu dans le temps, on s'aperçoit qu'on a déjà atteint des niveaux équivalents sans aller tout de suite en récession. La récession a suivi 2 ans plus tard, mais pas forcément immédiatement. C'est ça, c'était en 1999 et 2000-2001, on a eu un delta, on a eu un premier pic de stress, puis la probabilité a descendu, puis ensuite on a été une envolée. Envolée des risques de récession et envolée des cours. C'est le fameux melt-up. Va-t-on l'avoir ou pas? Y aura-t-il l'énergie suffisante pour engendrer une ultime phase haussière euphorique de 10 à 20%? 5 à 10%, pourquoi pas? 10 à 20, j'en doute. Et dans tous les cas, on monte depuis 10 ans et aux États-Unis, on a déjà gagné 400%, donc 10 ou 20% de plus. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer d'aller les chercher quand on sait qu'il y a un risque de drawdown, de rechute de 30 à 40% par la suite? C'est une bonne question et en effet, je pense que les investisseurs devraient se la poser. Nicolas, merci. Merci beaucoup.